OK, on revient maintenant sur une nouvelle qui fait la manchette aujourd'hui, le chef Giovanni Apollo. Il avait déjà fait parler de lui en 2017 en étant, disons, plutôt créatif à propos de ses origines et de son parcours. Mais aujourd'hui, on apprend qu'il a comparu pour des accusations d'agression sexuelle, de contact sexuel et d'exploitation sexuelle envers sa fille qui est aujourd'hui âgée de 27 ans. Coralie est la plaignante dans cette histoire. Son histoire est racontée par la journaliste du Devoir, Amélie Pineda, aujourd'hui. Les deux sont à ma compagnie en studio. Coralie, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. C'est une grosse journée, mais ça va. Oui. Ouais. Tout ça est très sensible, évidemment. Oui. Pourquoi vous avez décidé de faire lever l'interdit de publication? Parce que votre identité aurait pu être préservée. Oui. En fait... je savais qu'en gardant l'interdit de publication, forcément, on ne pouvait pas nommer la nature des agressions parce que forcément, de pas nommer, sans nommer que j'étais sa fille, on n'aurait pas pu parler du fait que c'était de l'inceste. Puis pour moi, c'était vraiment important de pouvoir lever le voile sur cette violence-là qui, je trouve, est un peu la violence oubliée. On a beaucoup entendu parler On a beaucoup vécu de mouvements de dénonciation de violences sexuelles dans les dernières années, mais on n'a jamais vraiment parlé de violence intrafamiliale. Donc, Est-ce qu'il y a eu un déclic tout à coup qui vous a décidé de faire ce pas-là, de déposer une plainte? Il y en a eu plusieurs, je pense. C'est certain que pour moi, les premiers articles qui sont parus à son sujet en 2017, il y a eu évidemment l'article dont on se souvient tous sur le parcours jalonné de mensonges, mais avant ça, il y a eu un article qui relatait de violences alléguées. Puis pour moi, à ce moment-là, ça a été vraiment révélateur parce que j'ai réalisé que j'étais peut-être pas toute seule à vivre ça avec lui. Mais encore une fois, je me sentais pas représentée après dans les histoires qu'on entendait dans les autres vagues de MeToo qu'il y a eu aussi. Donc, ça a fait partie de ma motivation à porter plainte, c'est certain. Et Coralie, je pense que vous avez eu une oreille attentive en Amélie Pineda, journaliste du Devoir. Amélie, pour toi aussi, c'est un sujet qui te touche au cœur. Bien, c'est sûr que, comme Coralie le dit, on a couvert beaucoup les mouvements de violence sexuelle et conjugale dans les dernières années au Devoir, mais aussi dans les autres médias. Puis, la violence de laquelle Coralie parlait, c'en est une qui est un peu plus taboue, dont on entend moins parler. Et c'était pas la première fois que parfois des gens nous témoignent de la difficulté de se retrouver dans les témoignages parce que souvent, l'agresseur allégué peut être un proche, mais quand c'est vraiment un parent, c'est un peu plus difficile. Et je comprenais que pour elle, c'était important de le faire à visage découvert et c'est certain que ça fait une grande différence dans la couverture qu'on peut en faire parce que de la nommer, bien entendu, son but, c'est de sensibiliser aussi, je crois, l'entourage parce qu'elle le dit dans le témoignage qu'elle nous a offert. Elle était entourée. Peut-être que si quelqu'un avait tendu l'oreille, elle aurait pu se confier. Donc, je pense que c'était pour ça que c'était important pour elle de le faire à visage découvert. Coralie, une fois que vous avez pris la décision d'y aller publiquement, est-ce qu'il y a eu un doute qui vous a habité ou une fois la décision prise, c'était clair, vous avez pris la bonne décision pour vous? Je pense que je savais que je prenais la bonne décision pour moi. Je savais qu'à partir du moment où je décidais de m'exposer, il n'y avait pas de demi-mesure. Mais c'était aussi ma seule façon d'être capable d'en parler, comme je dis, vraiment de façon transparente, puis qu'on puisse ouvrir aussi ce dialogue-là, je l'espère, éventuellement. Là. Donc non, j'ai pas douté, même si ça reste très vertigineux. Oui, vertigineux? Oui, vertigineux. Je pense que c'est le mot. Vertigineux, ça veut dire aussi que c'est un plongeon dans l'inconnu à quelque part. Absolument. Ouais, c'est un peu ça. Amélie, tu as pris contact avec Coralie. Comment ça s'est passé? Toi, tu sentais que c'était nécessaire qu'elle témoigne aussi? Oui, bien en fait, je pense que, comme Coralie l'a dit, c'est un cheminement. Donc, on a été en contact, pas d'hier, en fait. Ça fait quelques mois qu'on communiquait. Je savais qu'elle allait entamer des procédures, qu'elle voulait porter plainte. Donc, c'est sûr qu'il fallait respecter ce processus-là parce que pour elle, c'était important de le faire. Mais donc, c'est ça. Donc, j'ai su que le mandat d'arrestation avait été émis plus tôt cette semaine. Donc, c'est pour ça qu'on a pu aller de l'avant. Et Jean-Claude Apollo a comparu. Donc, ce matin, il a été arrêté un peu avant 8 heures. Donc, il a été relâché.
Donc, il est officiellement accusé au moment où on se parle. Puis, les procédures vont commencer. Donc, évidemment, ça va être un procès qu'on va suivre avec intérêt. Amélie, tu as assisté à la comparution aujourd'hui. Oui. Comment ça s'est passé? En fait, ça a été comme très bref. C'est sûr qu'il est contraint à plusieurs conditions, dont celle de ne pas entrer en contact avec Coralie, mais aussi, étant donné que c'est des événements qui se sont produits lorsqu'elle était mineure, il lui est interdit d'être en contact avec des mineurs, sauf dans le cadre de son métier qui est restaurateur. Il a encore un restaurant à ce jour. Donc, s'il y a des mineurs qui sont présents au restaurant, ils peuvent l'être, mais en compagnie d'un adulte. On lui a également demandé de remettre son passeport et une caution de 5 000 $. Donc, il a comparu en visioconférence, donc on l'a attendu au poste de police par la suite. Il n'a pas voulu commenter, c'est sûr, il est sorti en disant pas de commentaires. Il a répété le terme « présumé » pour rappeler que jusqu'à le procès, dans le fond, il est présumé innocent. Donc voilà, ça a été assez rapide, mais voilà, c'est ça. Ça va être à suivre au mois de septembre prochain. Coralie, pour moi, vous êtes une femme courageuse. Merci. Est-ce que vous trouvez aussi que ça prend beaucoup de courage pour faire ce que vous faites? Je ne sais pas si j'en suis rendue là encore, mais je vois quand même, je me sens crue et vue en ce moment. Puis il y a quand même des échos dans les témoignages juste que j'ai vu passer aujourd'hui. Donc, c'est certain que j'ai l'impression que ça fait du bien, et pour moi, et peut-être pour d'autres. Je suis aussi très reconnaissante. Ce n'est pas un parcours que j'ai fait toute seule. Il y a notamment Amélie, mais j'ai comme un gros réseau de soutien autour de moi. Puis j'ai beaucoup de reconnaissance puis d'humilité qui m'habite dans tout ça là, présentement. Ça, c'est justement, et vous touchez ce qui aurait été ma prochaine question. Vous avez des appuis? Vous avez un réseau de soutien? Qui est là, présent, qui vous encourage? Oui, bien, c'est sûr qu'il y a quand même une forme de peur qui demeure, mais je sais que tout le monde est là pour m'écouter. Puis en ce moment, je me sens vraiment très, très bien entourée. Puis... Et vous dites, Coralie, que vous souhaitez aussi que ça puisse avoir un impact sur d'autres personnes. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment aussi le désir de contribuer à libérer la parole. Absolument. C'est très important pour moi. Au-delà de libérer la parole aussi, je l'ai nommé dans mon témoignage, mais je pense que en grandissant, j'ai réalisé que j'avais passé ma vie adolescente, de jeune enfant aussi, entourée d'adultes qui n'ont pas su peut-être voir les signes. Puis je pense qu'au-delà de peut-être libérer la parole, j'ai envie de peut-être juste créer un petit avertissement, une petite sensibilisation autour des adultes qui côtoient d'autres adultes avec des enfants peut-être. Amélie, c'est important ce que Coralie fait. Oui, tout à fait, parce que, comme on le disait, c'est peut-être une forme de violence de laquelle on parle moins. Et ce qui est aussi, je trouve... qui fait du bien à Coralie, c'est qu'elle a changé son nom de famille. Puis souvent, les gens ont cru que c'était parce que, justement, elle le disait, on avait tous cet article-là sur le parcours mensonger de Jean-Claude Apollo. Mais pour elle, c'était pas vraiment la raison première pour laquelle elle n'était plus capable de voir ce nom-là associé à elle. Et je pense que de pouvoir l'exprimer et l'expliquer, c'est un geste important. Mais comme elle dit, je pense que ça va sensibiliser aussi, pas juste les personnes victimes, mais les adultes autour de ces enfants-là qui peut-être parfois on a peur d'aborder ces sujets-là, mais des fois il faut peut-être franchir ce pas-là et le faire pour prévenir ou du moins juste pour s'assurer que tout va bien. Amélie, est-ce que tu as déjà vu une situation comme celle-là? Où on lève l'identité. C'est arrivé à quelques occasions, mais surtout en fin de procédure. En début de procédure, c'est sûr que c'est beaucoup plus rare. Généralement, les plaignantes vont attendre la fin du procès, mais comme Coralie l'expliquait, il y a une particularité, c'est-à-dire que si son identité était protégée, bien entendu, nous, on ne pouvait pas nommer que c'était de l'inceste. Donc, si on voulait pouvoir nommer cette forme de violence sexuelle, évidemment, il fallait qu'elle lève son identité dès le début des procédures. Coralie, comment vous envisagez la suite des choses? Je sais pas trop. Je vais y aller doucement. Je pense que là, c'est un choc, mais en même temps, c'est beaucoup de soulagement. Donc, je vais prendre le temps d'absorber tout ça. J'ai envie de faire confiance en la vie aussi. Puis, on verra. Je vais juste essayer d'y aller doucement puis profiter des lilas qui sont sortis. Bien dit. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci Amélie Pineda. Merci Coralie.